Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette grande édition sur la télévision. Bon, Ferré, que nous débutons avec cet élément, une panne informatique de grande envergure qui a récemment frappé plusieurs secteurs d'activité à travers l'Occident collectif, engendrant des perturbations significatives et mettant en exergue des vulnérabilités critiques au sein des infrastructures technologiques des pays occidentaux. La Russie, en revanche, semble avoir échappé à cette panne. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, le pays de Vladimir Poutine s'est doté de son propre système de cybersécurité robuste et performant. La panne informatique a eu des répercussions majeures sur divers secteurs d'activité. Des entreprises de premier plan ont été paralysées, les services publics ont été temporairement indisponibles et même certaines infrastructures critiques comme les réseaux électriques et les systèmes de transport ont subi des interruptions. Les causes exactes de cette panne restent à déterminer, mais les premières analyses pointent du doigt une faille de sécurité exploitée par des cyberattaques sophistiquées. Les grandes entreprises occidentales en particulier, celles du secteur technologique, ont subi des pertes financières importantes. La dépendance accrue à l'égard des systèmes informatiques pour les opérations quotidiennes a révélé des failles que les cybercriminels ont pu exploiter. Les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les plateformes de commerce en ligne et les services financiers ont été parmi les plus touchés, avec des interruptions de services entraînant des pertes de revenus et une perturbation des activités. Les services publics, y compris les hôpitaux et les administrations locales, ont également ressenti l'impact de cette panne. Les hôpitaux ont dû revenir temporairement à des méthodes de gestion manuelle, ce qui a ralenti les soins aux patients. De même, certaines administrations locales ont vu leur système de gestion perturbé, retardant ainsi la fourniture de services essentiels aux citoyens. Contrairement à l'Occident, la Russie n'a pas été affectée par cette panne informatique majeure. Ce contraste met en lumière la robustesse et la résilience du réseau informatique russe qui semble avoir été conçu et maintenu pour résister à de telles perturbations. Les réseaux informatiques russes bénéficiant d'une architecture distribuée et décentralisée, réduisant ainsi le point de défaillance potentiel. Cette approche permet de contenir les impacts d'une éventuelle attaque ou panne à des segments limités du réseau, empêchant ainsi une propagation rapide des perturbations. En outre, la Russie a investi massivement dans des technologies de cybersécurité avancées et dans la formation des spécialistes hautement qualifiés pour surveiller et défendre ces infrastructures critiques. Voilà, retour chez nous pour signaler que le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, qui a récemment reconnu l'engagement de deux autres présidents de la transition du Mali et du Burkina Faso, en l'occurrence en les élevant à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Niger. Cela démontre l'engagement du président du CNSP à accélérer la mise en place effective de la Confédération de l'AES. Balima Brema et Brema Idi. C'est par deux décrets signés le vendredi dernier que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a élevé à la dignité du Grand Croix dans l'ordre national du Niger et à titre exceptionnel les présidents maliens, le colonel Assimi Goïta, et celui du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces deux distinctions sont délivrées en reconnaissance de l'engagement ferme et inébranlable de ces deux personnalités en faveur de la souveraineté et de la solidarité de nos États regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel AES, de la sauvegarde et du rayonnement de nos cultures et valeurs ainsi que de l'épanouissement dans la dignité de nos peuples respectifs. Pour l'enseignant-chercheur à la retraite Amadou Bounti Diallo, cet acte démontre aussi l'engagement du président nigérien à accélérer les choses pour la concrétisation de la Confédération Alliance des États du Sahel. Je pense que c'est une très bonne chose et ça prouve en tout cas que du côté du général Tchani, il y a un engagement assez fort. Pendant longtemps, les gens ont considéré que
le Niger traînait et que le Niger risquait d'être en tout cas l'élément peut-être retardateur de l'opérationnalisation donc de l'institution. Il se trouve que en agissant de la sorte, Tchani montre en tout cas son engagement personnel et l'engagement justement du peuple nigérien à appartenir à cet ensemble-là, qui de mon point de vue peut en tout cas sur le long terme en tout cas contribuer à la prospérité de la région. En signant ces deux décrets, le chef de l'État nigérien reconnaît d'une part le sacrifice de ces deux personnalités pour le Niger et son peuple, mais aussi entend jouer sa partition dans la mise en place effective de la Confédération dont le Niger a abrité la signature de l'acte fondateur le 6 juillet dernier. Voilà, autre aspect de cette édition sur ordre du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Désormais, toutes les demandes d'affectation des agents seront transmises à ces ministères. Cette décision a été bien accueillie auprès des autres acteurs éducatifs. D'autres précisions avec Souleymane Ousmane. Par cette décision du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, les directeurs régionaux de l'éducation nationale à travers le pays sont autorisés désormais à transmettre toutes les demandes d'affectation des enseignants et enseignantes à la ministre de l'Éducation nationale sans exception, avis favorable ou défavorable. Cette décision est appréciée à sa juste valeur par l'UNEX Niger. Oui, effectivement, nous avons vu la lettre du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale en date du 19 juillet 2024 qui demande aux directeurs régionaux d'envoyer toutes les demandes qu'ils ont enregistrées à leur niveau, que ce soit les demandes qui ont reçu des avis favorables, que ce soit ceux qui n'ont pas reçu des avis favorables. Donc vraiment nous estimons que c'est une très bonne chose pour assurer la transparence dans le traitement des demandes d'affectation des camarades. Selon le premier responsable de l'UNEX Niger, cette décision permettra désormais de mettre fin à certains comportements de certains directeurs régionaux de l'éducation nationale à travers le pays sur la question des affectations. Il demande également la publication de la liste définitive. Oui, effectivement aussi cette décision permet de mettre fin au blocage sciemment orchestré par certains responsables au niveau des inspections et au niveau des inspections régionales, voire même au niveau de la draine. Alors que les critères d'affectation sont tellement clairs qu'il suffit vraiment de transmettre toutes les demandes. Maintenant, en fonction de la nécessité des services, sans doute les camarades ils vont avoir toute la chance que leurs demandes soient acceptées. Maintenant, ce que nous voulons ajouter, c'est de demander aussi la publication de la liste de tous les camarades qui ont déposé des demandes et qui ont été transmises au niveau de tous les échelons. Ça veut dire que les inspecteurs publient ce qu'ils ont reçu, qu'au niveau des inspections régionales aussi, qu'ils publient ce qu'ils ont reçu et enfin au niveau de la draine, qu'elle publie ce qu'elle a reçu et ce qu'elle a transmis afin que les camarades puissent éventuellement faire des réclamations. Cette décision intervient en prélude à la tenue des travaux de la commission d'affectation nationale. Elle donne la possibilité aux agents d'introduire d'éventuelles réclamations, mais aussi d'instaurer davantage une culture de transparence et un climat de sérénité entre les acteurs et au-delà de l'éducation nationale. Autre aspect de cette édition, depuis l'annonce officielle du chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, pour le Niger, une annonce autour de sa vision sur la sécurité, la cohésion sociale, la bonne gouvernance, le développement des bases de la souveraineté du Niger et les réformes sociales. Les réactions ne se font plus attendre. À suivre la réaction du coordinateur du mouvement M62, M. Abdoulaye Seydou. La sortie médiatique du Premier ministre Mohamed Lamine Zen ce samedi 13 juillet 2024
Pour décliner la vision du président de la transition, le général de brigade Abdrahman Chani n'a pas laissé indifférents les acteurs de la société civile. Abdoulaye Seydou du mouvement Moutounki Bourkintare M62 pense que les axes retenus répondent aux attentes du peuple. Nous retenons d'avoir un très bon diagnostic des problèmes de notre pays et de ce qui a été à la source et à la base de tout ce que nous avons connu comme crise, on peut dire, de l'indépendance de notre pays à aujourd'hui. Et donc, ce diagnostic qui a été fait et les solutions qui sont proposées de notre point de vue sont en parfaite adéquation avec les attentes et les aspirations des populations de notre pays. Donc, nous estimons que, comme on l'a dit, un problème bien posé et à moitié résolu, donc on peut espérer qu'aujourd'hui, cette vision-là, telle qu'elle a été déclinée, c'est comme si déjà elle acte 50% des solutions à nos problèmes. La concrétisation de cette vision du chef de l'État a besoin du soutien de tous les acteurs de la chaîne au pouvoir et de la population, poursuit Abdoulaye Seydou dans ses propos. Nous avons aujourd'hui le potentiel qui est là, nous avons toutes les opportunités et donc il nous appartient à chacun de jouer sa partition. Parce que les autorités ont leur partition, le chef de l'État a sa partition, le gouvernement a une partition, les membres du CNSP. Est-ce que vous comprenez? Les démembrements, les structures, les institutions, les populations que nous sommes, chacun a une partition à jouer. Donc si dans la chaîne, il y a des acteurs qui ne jouent pas leur partition, quelle qu'en soit la clarté de la vision, nous serons confrontés à des problèmes. Formulé en 4 grands axes dont la sécurité et la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement de bases de production pour la souveraineté économique et l'accélération des réformes sociales, toutes ces aspirations du président de la transition interviennent à la veille de la célébration de l'an 1 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au pouvoir de l'État. Autre aspect de cette édition, à l'occasion des 100 jours à la tête du Sénégal, le président Fall Diomaye a annoncé que les pays membres de l'AES sont souverains, même s'il doit avoir divorce entre la CEDEAO et l'AES, certains aspects de la coopération méritent d'être préservés afin de privilégier les intérêts des populations. Moustapha Zongo. Désigné parmi les facilitateurs de la CEDEAO pour prendre langue avec les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ont notifié quitter l'organisation depuis le 28 février 2023, Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, a expliqué à l'occasion d'une grande interview accordée aux médias de son pays à l'occasion de ses 100 jours au pouvoir, sa démarche et ses attentes escomptées dans cette médiation. C'est un président sénégalais plutôt pragmatique qui va mener les discussions. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Mais j'estime que quelle que soit la décision, l'Alliance des États du Sahel ainsi que la CEDEAO doivent discuter parce qu'il y a beaucoup de défis qui intéressent à la fois les États membres de l'Alliance du Sahel que les États de la CEDEAO. Reconnaissance et respect de la souveraineté et du choix des 3 pays, mais aussi démarche en vue de l'établissement de relations bi- et multilatérales entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO pour faire face à des défis communs. Même s'ils décident de sortir de la CEDEAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale, le terrorisme, les trafics illicites ou d'êtres humains. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CEDEAO et dans toute la mesure on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. En prélude à ces discussions, le président sénégalais se rendra au Togo à la rencontre de son homologue Faure Gnassingbé. Il a aussi annoncé la nomination du professeur Abdoulaye Bathily, historien, universitaire et homme politique, ancien représentant du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, en qualité
de son envoyé spécial sur les questions internationales. Cette doctrine-là sur la coopération. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de week-end à toutes et à tous. Au revoir.